Bon, chers étudiants, on va continuer notre voyage dans le monde du formalisme mathématique qui concerne la fonction d'onde en deux matières en mécanique quantique. Donc c'est la troisième partie. Nous avons vu avant un calcul très simple et très particulier, calcul matriciel. Lorsqu'on multiplie une matrice carrée par une matrice unicolone, on obtient un scalaire fois la même matrice unicolone. Et on avait dit, ça c'est un cas particulier qui est très intéressant pour nous dans le monde de la mécanique quantique. Et c'est ce qu'on a appelé équation aux valeurs propres. Et le A, c'est ce qu'on avait dit, l'opérateur, la valeur propre de l'opérateur A. Et le psi, c'est le vecteur propre de A. Donc ça, c'est une équation aux valeurs propres. Après, on a parlé de notion d'observable. On avait dit qu'un opérateur A est une observable s'il commute, bien si A est égal à son adjoint, et si la base de ces vecteurs propres constitue une base orthonormée. Et après, on a voulu jouer avec cette propriété encore plus, et on avait discuté la notion de deux observables qui ont la caractéristique de commute entre eux. Donc ici, c'est A, c'est hermétique. On dit, lorsque A est égal à A+, c'est hermétique. Et lorsque A et A et B commutent, leur commutateur est égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois. Maintenant, il nous reste à discuter un autre cas particulier, c'est lorsqu'on a un ensemble d'observables qui commutent et on fabrique avec cet ensemble d'observables qui commutent ce qu'on appelle un ensemble complet d'observables qui commutent, ce qu'on appelle écoque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un ensemble complet d'observables qui commutent? C'est un ensemble d'observables qui commutent 2 à 2. Ça veut dire observables, ça veut dire ils sont tout d'abord hermétiques et ils commutent 2 à 2 et leur base de vecteurs propres, c'est une base orthonormée. Alors, lorsqu'on parle d'un ensemble complet d'observables qui commutent, il y a deux conditions. La première condition, si il existe une seule base orthonormée de l'espace des états, former des vecteurs propres communs à ces observables. Ça veut dire on peut écrire les différentes observables dans une même base donc, qui existe. Et la deuxième condition, c'est la deuxième condition, c'est que cette base est unique. Donc, complet veut dire que cette base est unique. C'est ça la condition la plus importante. Cette base, elle doit être unique. Donc, c'est ça un ensemble complet d'observables. Je reprends. Un ensemble complet d'observables qui commutent, ce sont des observables qui commutent 2 à 2. Et il existe une seule base de vecteurs propres commune à l'ensemble de ces observables. Une seule. Donc si on a cette condition-là, on a constitué un ensemble d'observables qui commutent. Ça veut dire qu'un seul opérateur observable qui commute avec lui-même peut constituer à lui seul un ensemble complet d'observables qui commutent à condition qu'il existe une seule base de vecteurs propres qui est unique. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Donc si on a cette condition, ça veut dire donner les opérateurs ou bien les vecteurs propres ou bien donner leurs valeurs propres correspondantes, ça donne la même chose. Ça veut dire je peux représenter cet ensemble d'observables qui commutent par leurs propres valeurs propres. Leurs propres valeurs propres. Et comme ça, je vais écrire un quête sous cette forme-là au lieu de lui donner un autre nom. Et ça va être quelque chose de unique. Donc, on notera ce quête propre commun et on dit alors que l'état dynamique du système physique décrit par le quête en question est complètement spécifié pour la donnée des nombres quantiques, par la donnée des nombres quantiques A, N, B, P et L, ainsi de suite.
C'est une conséquence importante. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, un seul opérateur peut constituer à lui seul un ensemble complet d'observables. Quand est-ce que, par exemple, j'ai ici dans mon texte, soit un ensemble d'observables A de spectre A, ça veut dire les valeurs propres à n, avec les UN, ce sont les vecteurs propres qui appartiennent à la base des états et qui forment des vecteurs propres de A. Si, pour n'importe valeur de n, la valeur propre à n est simple, ça veut dire simple, ça veut dire c'est simple. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Où est-ce qu'elle est? Un problème technique. Alors, je reprends ici. Donc, soit un spectre d'observable A, de spectre à n, avec les vecteurs propres correspondants. Donc, si, pour n'importe quelle valeur n, les valeurs propres à n sont simples, ça veut dire elles ne sont pas dégénérées, et on avait vu la dégénérescence avant, c'est que pour une valeur propre donnée, on va avoir plusieurs vecteurs propres qui vont donner la même valeur propre. Ça, c'est une valeur propre dégénérée. Et lorsqu'elle est simple, elle va lui correspondre à un seul vecteur propre. Alors, la donnée de cette valeur propre détermine de façon unique le vecteur propre correspondant. Ça veut dire que chaque vecteur propre possède une valeur propre et une seule unique. Ça veut dire qu'il existe une base orthonormée de vecteurs propres de l'opérateur A, de l'espace des états E, formée par ces vecteurs propres. Alors là, on dit que A, c'est un ensemble complet d'observables qui commutent. Ensemble complet d'observables qui commutent. Maintenant, si j'ai un AN qui est dégénéré, ça veut dire la base des vecteurs propres de A n'est pas unique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un autre opérateur B qui va commuter, observable évidemment, qui va commuter avec A, ça veut dire le commutateur est égal à 0, et les valeurs propres AN et BP, si elles donnent un vecteur propre unique, ça veut dire que l'ensemble A et B constitue un écoque. Mais sinon, donc il faut chercher un autre opérateur, un autre observable, de telle façon à avoir l'ensemble de ces valeurs-là qui vont donner des valeurs propres, qui vont donner un seul vecteur propre, et ce vecteur propre est unique. Donc ça, c'est la notion d'observable qui commute. Maintenant, on a terminé, si vous voulez, avec le formalisme de Dirac, et maintenant on va essayer de faire une application, c'est la transition entre les fonctions d'onde qu'on avait vues dans le cours, au début du cours, et les vecteurs Ket et Bra. Et dans ce cas-là, on va définir si vous voulez, des grandeurs physiques qui sont simples, qui sont la position et la quantité de mouvement. Et à ces grandeurs physiques, il faut associer ce qu'on appelle des opérateurs. Et ces opérateurs-là, on va les noter, le grand R, et comme ce qui est donné ici, grand R et grand P. Donc ce sont des opérateurs. Alors pour appliquer ces opérateurs, il faut les appliquer sur des quêtes. Et là, il faut donner certaines définitions. Et on a ici, par exemple, un quête qui est dans ce qu'on va appeler la représentation R. Et lorsque j'applique l'opérateur X sur ce quête, il va me donner la valeur petit x fois le quête. La même chose pour Y et Z. Donc le quête x, y, z, donc il a trois composantes, je peux le représenter par le quête R. Donc ça, c'est l'opérateur mesure de position, si vous voulez. La même chose, on peut la faire pour P. Donc le quête Px, Py, Pz, c'est ce qu'on va appeler le quête P.
comme il est noté ici. Et lorsque j'applique l'opérateur P indice X à ce quête-là, il va me donner la valeur propre P indice X fois le quête. Donc là, on va définir ce qu'on appelle ces quêtes R et P. Ce sont en fait des bases orthonormées de l'espace des états et on va les définir. Donc, une base orthonormée, c'est une base qui vérifie les deux relations, la relation de normalisation et la relation de fermeture. Donc, pour la relation de normalisation dans la représentation R, c'est une relation de normalisation, c'est une base continue. Et celle-là, c'est pour la représentation P. Et là, c'est la relation de fermeture dans la représentation R et la relation de fermeture dans la représentation P. Et avec ces bases-là, donc on peut écrire ou bien faire des calculs dans l'espace de Dirac. Définition. Si j'ai un quête psi que je projette dans la représentation R, il va me donner un scalaire. Le scalaire, c'est le CI qu'on avait vu dans la première partie du cours. Ce scalaire-là n'est autre que la fonction d'onde psi de R que vous connaissez. La même chose, on peut la faire dans la représentation P. Donc ici, si le quête psi, je le projette sur le quête psi, je le projette dans la représentation P, il va me donner psi de P. Il ne faut pas oublier qu'on avait vu dans le formalisme mathématique dans la série 1, c'est que psi de P, c'est la transformée de Fourier inverse de psi de R. Donc si j'ai un quête, je peux le projeter dans la représentation R, ça veut dire que je peux le multiplier par 1. Ça, c'est la relation de fermeture. Et ça me donne la représentation de psi dans la représentation R. Donc, on va définir comment on fait le calcul dans ces représentations. On commence par la représentation R. Donc, si j'ai un opérateur position, je l'applique à psi dans la représentation R, il va me donner la valeur x fois psi de R. Ça, c'est la mesure de la position sur l'axe des x. La mesure de la position sur l'axe des y, c'est la projection de y sur psi et projetée dans la représentation R, ça me donne y psi de R. La même chose pour z. Donc, et le R ici, c'est effectivement les composantes x, y, z qui sont connues. Ça, c'est dans la représentation R. La même chose dans la représentation P, ça veut dire l'action d'un opérateur P sur un quête psi dans la représentation P. Donc ici j'ai Px qui va agir sur un quête psi dans la représentation P. Il va me donner la projection P indice X fois psi projeté dans la représentation P. La même chose pour Py et Pz. Donc ici, le petit p, c'est Px, P indice y, P indice z. Autre chose, j'ai par exemple ici un quête psi qui appartient à l'espace des états. Je peux le multiplier par l'opérateur unité, qui n'est autre que la relation de fermeture, et ce n'est autre que psi. Donc ce psi, ça va être égal à la relation de fermeture fois le quête psi. Et comme ça, je peux définir le psi de R comme étant ce scalaire qui est psi de R dans la représentation R et j'intègre sur R. Alors ce que j'ai fait ici avec la relation de fermeture dans la représentation R, je peux le faire avec la relation de fermeture, mais dans la représentation P, et ça va me donner ça. Donc c'est comme ça qu'on peut écrire les quêtes psi et R dans la représentation R. Donc d'autres notations, j'ai ici maintenant R, la psi, projetée dans la représentation R, et j'introduis ici la relation de fermeture entre les deux, et après je peux faire le calcul.
Je remplace l'opérateur unité par sa valeur et je déplace l'intégrale et ça me donne cette relation-là. Alors, dans cette relation-là, ça c'est le produit scalaire de la base, donc il va être égal à delta de R moins R prime. Et ça c'est quoi? Ce n'est autre que psi de R prime. Et on a cette intégrale. Et ça, cette intégrale nous rappelle ce que nous avons vu dans le rappel mathématique lorsqu'on avait parlé de l'intégrale de f de x, delta de x moins x0 d de x, elle va être égale à psi de x0, ou bien à f de x0. Donc ici, le x0 c'est r, donc je vais avoir psi de r. Donc comme ça, on a démontré que ça est égal à psi de r, et ça je peux le faire aussi pour la représentation P. Ici, je fais une représentation vectorielle, donc ça c'est le quête psi, et la projection sur x, ça me donne la projection sur x, ça me donne psi de x, la projection sur y, ça me donne psi de y, et la projection de z, ça me donne psi de z, et comme ça on a établi comment écrire un quête dans la représentation R. Maintenant, on va essayer de faire quelques petits calculs. Je sais que x fois psi, ça me donne un quête psi prime, et p fois psi, ça me donne un quête psi seconde. Donc ça, c'est un calcul qui est très simple, comme on l'avait vu. On va essayer de faire un calcul, une projection. Nous avons R fois psi prime, et psi prime n'est être que ça. Ça veut dire, et je vais calculer R fois psi seconde, et psi seconde n'est autre que ça. Alors si je calcule, et je vais calculer P fois psi prime et P fois psi seconde, et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc le premier calcul, c'est R fois psi seconde. R fois psi prime, c'est psi prime de R. Donc ce n'est autre que ça. Et je remplace psi prime par la valeur qu'elle a ici. Donc ça me donne R x psi. Et ça me donne, c'est le calcul que nous avons vu tout à l'heure. C'est un calcul qui est très simple. Maintenant, si je fais l'autre calcul, c'est psi prime de P. Ça veut dire c'est P fois psi prime. Et psi prime n'est autre que ça. Et ça va me donner c'est P x psi prime. Alors là, je ne sais pas comment calculer l'action de x sur psi dans la représentation P. Ça, c'est compliqué pour moi, je ne peux pas le faire. La même chose, pour l'autre cas, c'est le psi seconde de R. Donc c'est R psi seconde, et psi seconde n'est autre que ça. Donc c'est Px fois psi. Je remplace psi seconde par Px fois psi. Et ce qui me donne l'action de l'opérateur P dans la représentation R. Je ne l'ai pas. Donc c'est un calcul qui est compliqué pour moi. Donc le dernier calcul que je vais faire, c'est psi seconde de P. Et là, vous voyez que vous avez le P et le psi seconde. Je remplace psi seconde par la valeur que j'ai ici. Et ça me donne cette... Et là, j'ai la représentation ou bien l'action de P dans la représentation P. Ça me donne ça, calcul qui est très simple. Alors, ces deux expressions sont un petit peu compliquées. Donc, on va essayer de voir comment faire le calcul de P opérateur dans la représentation R et le calcul de R opérateur position dans la représentation P. C'est ça ce que nous allons voir dans la partie qui va suivre. Alors, comment je vais faire? Je vais écrire le résultat que j'ai obtenu tout à l'heure, celui-là, par exemple, ou bien celui-là, l'un des deux, et je vais essayer de faire le calcul. Je vais commencer par l'action de P dans la représentation R, et comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je sais l'action de P dans la représentation P, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire ici la relation de fermeture, comme elle est indiquée ici, et la relation de fermeture sont dans la base de la représentation quantité de mouvement. Donc je l'ai représenté ici, et il suffit de faire le calcul. Donc je me trouve devant cette équation-là, et ce calcul R fois P, ce calcul R fois P n'est autre que 1 sur 2 pi h
à la puissance 3,5 fois IPR. Donc ça vient des notions de transformée de Fourier. Donc je remplace le R fois P par son expression et ça me donne cette intégrale. Alors cette intégrale, je vais essayer de la développer. Comme vous voyez ici, j'ai P et j'ai ici P. Hein, ça veut dire que ça ne peut être qu'une dérivée. Donc je l'ai réécrit ici et je vais réécrire cette expression sous forme de dérivée. Donc c'est h sur i, la dérivée par rapport à i de exponentielle IPR. Donc voilà, j'ai fait ça et ça c'est psi de p. Et j'ai ici le 1 sur r, expression, et j'ai le terme en d3 de p. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Introduire la relation de fermeture ici. Donc la relation de fermeture dans la représentation R, ici, c'est celle-là. Relation de fermeture dans la représentation R. Donc j'ai une intégrale sur P et une intégrale sur R que je vais développer. Donc j'ai réécrit l'expression ici. Comme vous voyez, là aussi j'ai PR. Je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure ici. Pour RP, j'ai ça, et pour PR, je dois écrire, pour PR, je dois écrire ça avec un signe moins, c'est tout. C'est la conjuguée. Donc ça me donne cette expression qui est très simple à résoudre. Et après, on a, d'après l'exercice qui a été fait dans l'équation, bien dans la série formalisme mathématique, on avait trouvé que le delta de R moins R' n'est autre que cette expression. Je remplace cette expression par delta de R moins R'. Je me trouve devant une intégrale qui est connue. L'intégrale f de x, delta de x moins x0 t de x est égal à f de x0. Donc ici, ça va me donner x0 pour moi, ça va être R. Tout ça, ça va me donner psi de R. Et je me trouve avec cette expression, ça va me donner ce résultat-là, l'action de P dans la représentation R qui est égale à H sur I fois nabla psi de R. Ce calcul-là que j'ai fait, l'action de P dans la représentation R, je peux le faire aussi pour l'action de R dans la représentation P avec la même démarche. Et comme ça, on peut faire. C'est bon la mazal شويه؟ c'est bon. C'est bon. شحال باقي ديالهم؟ واحد 2 سلايد. هاد شحال تكون فيهم؟ الا كانوا بزاف راه لا هذه سهله. صافي يلاه سير كملوا ماشي مشكل وديك الساعه نشوفوا شحال. Alors nous allons maintenant calculer le commutateur x fois p de x et voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais l'introduire dans le psi de R et après je développe le x fois p de x et x fois p de x moins p de x fois x et je le remplace ici. Donc ça, c'est connu, on l'avait calculé et ça, c'est connu aussi. Donc on peut reprendre les calculs qui ont été faits tout à l'heure et on se trouve devant ce calcul de dérivée que nous pouvons développer et on trouve en fin de compte que x fois p de x est égal à i h bar fois i. Donc voilà, on a calculé le commutateur r fois p de r qui est égal à i h bar delta de uj fois i. Donc c'est un calcul qui est très simple et comme ça, on voit l'origine de la relation d'incertitude d'Heisberg et l'explication du fait qu'une onde semble être associée à une particule. Et comme ça, on arrête cette partie du cours. Voilà, merci pour votre attention. Voilà.